les sarcophages de Saqqara. En novembre 1850, alors qu'il parcourt le désert égyptien à proximité de Memphis, Auguste Mariette, un jeune employé du Louvre de 29 ans, fait une découverte qui bouleversera sa carrière et l'égyptologie tout entière. Son regard s'arrête sur une tête de sphinx qui émerge du sable, vestige qui va le conduire à l'une des plus importantes révélations archéologiques du XIXe siècle, le Sérapéum. Cette nécropole souterraine des taureaux sacrés Apis, ensevelie depuis des siècles sous les dunes de Saqqara. La nécropole de Saqqara s'étend majestueusement sur près de 7 km de long et 1,5 km de large, surplombant la plaine de Memphis, l'ancienne capitale de l'Égypte antique. Ce vaste complexe funéraire constitue un témoignage exceptionnel d'une utilisation ininterrompue pendant plus de 3500 ans, depuis la première dynastie égyptienne vers 3100 avant notre ère, jusqu'à l'époque ptolémaïque, qui s'achève en 30 avant Jésus-Christ. Aucun autre site au monde ne présente une telle continuité dans sa fonction sacrée à travers les millénaires. Au cœur de cette immensité se dresse le monument qui a transformé l'architecture funéraire égyptienne, la pyramide à degrés du roi Djéser, édifiée vers 2630 avant Jésus-Christ sous la direction de l'architecte Imhotep, personnage d'exception qui atteindra après sa mort un statut divin. Cette construction, haute de 62 mètres et composée de 6 mastabas superposés de taille décroissante, marque la transition décisive des tombes rectangulaires traditionnelles vers l'architecture monumentale qui caractérisera l'Ancien Empire. Le complexe funéraire qui l'entoure s'étend sur 15 hectares et comprend des cours cérémoniales, des chapelles et des bâtiments rituels, l'ensemble étant enclos par un mur impressionnant de 10 mètres de hauteur qui se déploie sur 1,6 km. Dans le voisinage de ce chef-d'œuvre architectural se dressent d'autres pyramides qui jalonnent le plateau, celle d'Ounas, dernier pharaon de la 5e dynastie, et de Téti, premier souverain de la 6e dynastie. Ces monuments, bien que moins imposants que leurs homologues de Gizeh, revêtent une importance capitale pour les égyptologues, car leurs parois intérieures renferment les plus anciens textes religieux connus d'Égypte. Ces textes des pyramides constituent la première théologie structurée que l'histoire humaine ait conservée. C'est cependant dans les profondeurs de Saqqara que se cachait l'un de ses plus grands mystères. Lorsque Mariette identifie la tête de Sphinx comme appartenant potentiellement à l'allée processionnelle du Sérapéum mentionnée par Strabon, géographe grec du 1er siècle avant Jésus-Christ, il abandonne rapidement sa mission initiale d'acquisition de manuscrits coptes pour le Louvre. Sans attendre l'autorisation officielle des autorités égyptiennes, il entreprend des fouilles qui pourraient aujourd'hui être qualifiées de clandestines. Le jeune archéologue français fait dégager méthodiquement l'allée bordée de 141 sphinx jusqu'à ce qu'il découvre, le 1er novembre 1851, l'entrée du complexe souterrain tant recherché. Ce qu'il met alors au jour stupéfie la communauté scientifique internationale. Un réseau labyrinthique de galeries s'étendant sur plus de 350 mètres, creusé avec précision dans la roche calcaire et abritant 24 sarcophages monolithiques taillés dans le granit, le basalte ou le calcaire. Chacun de ces coffres funéraires monumentaux pèse entre 60 et 80 tonnes, soulevant d'emblée la question de leur fabrication et de leur mise en place dans ces galeries étroites. Durant les 4 années qui suivent, Mariette doit affronter de nombreux obstacles. L'hostilité manifeste des autorités locales, les rivalités acerbes avec d'autres archéologues européens, des conditions de travail particulièrement périlleuses et les effondrements partiels des galeries qui menacent constamment la progression des fouilles. Malgré ces difficultés considérables, il persévère avec une détermination inébranlable. Entre 1851 et 1854, il explore systématiquement le complexe souterrain, documentant chaque découverte avec une rigueur scientifique remarquable pour l'époque. Ces recherches méticuleuses lui permettent d'établir que cette nécropole souterraine fut fondée sous le règne d'Amenhotep III vers 1370 avant Jésus-Christ,
puis considérablement agrandi sous Ramsès II par les soins de son fils Khaemouasset, grand prêtre de Ptah, aux alentours de 1235 avant notre ère. L'annonce de cette découverte provoque une sensation immense dans les milieux intellectuels européens. Les objets précieux mis au jour autour des sarcophages, vases canopes finement ouvragés, bijoux d'une délicatesse exceptionnelle, amulettes protectrices et stèles votives richement décorées, révèlent l'importance fondamentale du culte du taureau Apis dans la religion égyptienne. Ce taureau sacré, reconnaissable à ses marques distinctives, une tache blanche triangulaire sur le front, la silhouette d'un aigle sur le dos et les poils de sa queue de 2 couleurs différentes, était vénéré comme l'incarnation vivante du dieu Ptah, divinité créatrice et patronne des artisans. À sa mort, l'animal subissait un processus de momification complexe selon des rituels précis, avant d'être inhumé dans le sérapéum avec tous les honneurs habituellement réservés à un pharaon. La découverte extraordinaire de Mariette transforme radicalement sa trajectoire professionnelle. D'obscur employé du Louvre, il devient rapidement une figure majeure de l'égyptologie naissante. En 1858, il est nommé directeur du service des antiquités égyptiennes, poste prestigieux qu'il occupera avec autorité jusqu'à sa mort en 1881. Son œuvre à Saqqara ne se limite d'ailleurs pas au sérapéum. Il met également au jour le sérapéum grec, sanctuaire dédié au culte syncrétique de Sérapis, fusion hellénistique des dieux Osiris et Apis, ainsi que plusieurs mastabas remontant à l'Ancien Empire. Parmi ces derniers, la tombe de Thi, haut fonctionnaire de la 5e dynastie, se distingue par ses reliefs polychromes d'une conservation exceptionnelle qui offre un témoignage inestimable sur la vie quotidienne sous l'Ancien Empire. Le sérapéum de Saqqara, avec ses imposants sarcophages taillés avec une précision déconcertante, ses galeries savamment agencées et son importance religieuse fondamentale, demeure l'une des découvertes archéologiques les plus significatives du XIXe siècle. Pourtant, même après 170 ans d'études approfondies, certaines questions techniques persistent sans réponse définitive. Par quels moyens ces blocs monumentaux ont-ils été transportés et installés dans des galeries souterraines si étroites? Quels outils ont permis aux artisans égyptiens d'atteindre une telle précision dans la taille de matériaux aussi réfractaires que le granit? Le mystère technique se superpose ainsi au mystère religieux, faisant des sarcophages de Saqqara l'une des énigmes les plus fascinantes que nous ait léguées l'Égypte ancienne. Le royaume souterrain d'Apis. La religion égyptienne, avec sa myriade de divinités et ses cultes complexes, accordait aux animaux une place singulière dans son panthéon. Parmi ces créatures sacrées, un taureau noir se distinguait par sa vénération exceptionnelle, Apis, l'incarnation vivante du dieu Ptah, patron des artisans et créateur primordial. Ce culte, qui traverse plus de 3 millénaires d'histoire égyptienne, trouve son apogée dans la création d'une nécropole monumentale dont l'envergure témoigne de l'importance fondamentale de ce dieu taureau dans la théologie égyptienne. Apis n'était pas un taureau ordinaire. Pour être reconnu comme la manifestation divine, l'animal devait présenter des marques distinctives précises que les textes anciens détaillent avec minutie. Une tache blanche triangulaire sur le front, semblable à un delta renversé, un motif semblable à un vautour ou un aigle aux ailes déployées sur son dos, les poils de sa queue de 2 couleurs différentes et sous sa langue, une excroissance en forme de scarabée. Ces caractéristiques, considérées comme des signes divins, rendaient l'animal unique. Lorsque le taureau Apis mourait, les prêtres parcouraient le pays entier pour découvrir son successeur, reconnaissable à ses marques spécifiques. L'intronisation du nouvel Apis donnait lieu à des festivités nationales spectaculaires qui pouvaient durer plusieurs semaines. Durant sa vie, le taureau résidait dans un sanctuaire luxueux à Memphis, à proximité du grand temple de Ptah. Il y était entouré d'un personnel religieux considérable voué à son service et disposait de pâturages réservés où il pouvait se mouvoir librement.
À certaines dates précises du calendrier religieux, notamment lors de la crue annuelle du Nil, le taureau sacré participait à des processions solennelles durant lesquelles la population pouvait l'apercevoir. Sa présence était considérée comme un signe de prospérité pour l'Égypte et les oracles qu'il rendait, interprétés par ses prêtres selon qu'il acceptait ou refusait la nourriture des consultants, influençaient les décisions politiques et religieuses du royaume. La mort d'un taureau Apis constituait un événement national qui plongeait le pays dans un deuil officiel. Le corps de l'animal était alors transporté vers un lieu spécifique, l'atelier d'embaumement, où il subissait pendant 70 jours le processus complexe de momification. Les viscères étaient retirés et placés dans des vases canops spéciaux. Le corps était déshydraté au natron, puis enveloppé dans des bandages de lin fin sur lesquels des amulettes protectrices étaient disposées selon un arrangement rituel précis. La tête recevait un traitement particulier. Un disque solaire doré était placé entre ses cornes, symbolisant sa nature divine, et un masque funéraire en or pouvait parfois compléter la parure du défunt dieu. Bien que des indices suggèrent une vénération d'Apis dès l'époque tinnite, c'est sous le règne d'Amenhotep III, 1388 à 1350 avant Jésus-Christ, pendant la 18e dynastie, que le culte prend une dimension monumentale avec la fondation d'une nécropole dédiée. Ce pharaon, connu pour ses grands projets architecturaux à Luxor et son palais somptueux à Malkata, inaugure alors les premières galeries souterraines destinées à accueillir les dépouilles momifiées des taureaux sacrés. Ces tombes individuelles, relativement modestes, représentent le premier état du Sérapéum. L'extension majeure du complexe intervient sous la 19e dynastie, sous l'impulsion de Khaemouaset, quatrième fils de Ramsès II et grand prêtre de Ptah à Memphis. Ce prince, souvent considéré comme le premier égyptologue de l'histoire pour son intérêt marqué envers les monuments anciens qu'il restaura, entreprend vers 1235 avant notre ère l'aménagement de la grande galerie souterraine du Sérapéum. Khaemouaset, dont le nom signifie « celui qui est apparu à Thèbes », supervise personnellement ce chantier colossal, comme en témoignent plusieurs stèles découvertes par Mariette qui détaillent son implication dans les funérailles des taureaux Apis. L'architecture du Sérapéum révèle une conception soigneusement planifiée qui évolue au fil des siècles. Deux sections principales composent ce labyrinthe souterrain. La petite galerie, la plus ancienne, abritant les sépultures individuelles des premiers taureaux momifiés, et la grande galerie, plus tardive et monumentale, qui s'étend sur près de 200 mètres de long, avec une largeur moyenne de 3 mètres. Cette grande galerie présente un plafond voûté, taillé directement dans le substrat calcaire, atteignant par endroits plus de 5 mètres de hauteur. La chronologie des différentes phases de construction peut être établie avec une relative précision grâce aux inscriptions et aux stèles votives retrouvées in situ. Après la fondation initiale sous Amenhotep III et l'extension majeure sous Ramsès II, le Sérapéum connaît des agrandissements successifs sous les dynasties suivantes. Sous la 26e dynastie saïte, 664 à 525 avant Jésus-Christ, période de renaissance culturelle et religieuse, le culte d'Apis connaît un regain de ferveur qui se traduit par de nouveaux aménagements. L'usage du Sérapéum se poursuit sans interruption jusqu'à l'époque ptolémaïque, et le dernier taureau y est enterré vers 30 avant notre ère, marquant ainsi la fin d'une tradition millénaire. Les éléments les plus impressionnants de ce complexe funéraire demeurent sans conteste les 24 sarcophages monumentaux qui ponctuent les galeries. Ces coffres funéraires, taillés d'un seul bloc dans des matériaux aussi réfractaires que le granit rose d'Assouan, le basalte noir ou plus rarement le calcaire dense, présentent des caractéristiques techniques qui défient l'entendement. Leur poids oscille entre 70 et 100 tonnes pour les plus imposants, avec des dimensions moyennes de 4 mètres de long, 2,3 mètres de large et 3,3 mètres de hauteur. L'épaisseur des parois atteint généralement 50 cm, tandis que leur couvercle monolithique pèse à eux seuls entre 20 et 30 tonnes.
L'extraction de ces blocs gigantesques des carrières d'Assouan, situées à près de 900 km du site, représentait déjà un défi logistique considérable. Selon les reconstitutions des égyptologues, la méthode vraisemblable consistait à délimiter le bloc brut dans la carrière en creusant des tranchées, puis à le séparer de la roche-mère en utilisant des coins de bois humidifiés qui, en gonflant, provoquaient une fracture contrôlée. Le transport s'effectuait ensuite par voie fluviale, le Nil servant d'artère principale, sur des barges spécialement conçues pour supporter de telles charges. La taille et le polissage de ces sarcophages révèlent une maîtrise technique exceptionnelle. Les surfaces intérieures et extérieures présentent une planéité remarquable, avec des angles droits parfaits et des arêtes d'une netteté surprenante. Les méthodes traditionnellement attribuées aux artisans égyptiens impliquent l'usage de percuteurs en dolérite, roche plus dure que le granit, pour le dégrossissage, puis l'emploi de pierres abrasives et de sable quartzeux pour le polissage final. Ce processus extraordinairement long et laborieux témoigne d'une patience et d'une précision admirables. L'installation de ces coffres gigantesques dans les galeries souterraines soulève des questions encore plus complexes. Comment ces masses ont-elles pu être descendues par les étroits passages d'accès, puis manœuvrées dans des galeries aux dimensions à peine supérieures à celles des sarcophages eux-mêmes? Les hypothèses les plus communément admises suggèrent un système de plans inclinés associés à des cordes et à des rouleaux en bois, mais l'espace restreint des galeries rend cette explication partiellement insatisfaisante. Certains égyptologues proposent que les galeries aient été creusées autour des sarcophages préalablement mis en place, hypothèse qui soulève d'autres difficultés techniques. Au-delà de ces énigmes, les trésors découverts par Mariette autour des sarcophages éclairent la dimension religieuse et symbolique de ces sépultures. Vase-canopes en albâtre d'une finesse remarquable, destinés à recueillir les viscères sacrés, bijoux en or et en pierres semi-précieuses, tels que colliers, bracelets et pectoraux ornant la momie divine, amulettes protectrices en faïence bleue représentant des divinités tutélaires, statuettes de bronze figurant Osiris et Isis, accompagnateurs du défunt dans l'au-delà. Tous ces objets témoignent du soin extrême apporté à l'équipement funéraire de ces taureaux divins. Les stèles votives, particulièrement nombreuses, constituent une source documentaire précieuse. Ces plaques de calcaire inscrites, déposées par des fidèles dans l'enceinte du Sérapéum, relatent les dates précises de naissance, d'intronisation et de mort des taureaux successifs, permettant aux historiens d'établir une chronologie précise des règnes pharaoniques. L'une des plus fameuses, la stèle de l'an 400, commémore le 4e centenaire de l'ère de Seth, offrant un repère chronologique inestimable pour la période ramesside. Le culte d'Apis, dans sa manifestation architecturale ultime qu'est le Sérapéum, révèle ainsi la fusion remarquable entre une dévotion religieuse profonde et une maîtrise technique stupéfiante. Ces galeries souterraines, avec leurs sarcophages monumentaux et leurs trésors raffinés, illustrent comment la civilisation égyptienne a mobilisé ses ressources intellectuelles, artistiques et matérielles au service d'une croyance qui plaçait un taureau noir au cœur de sa théologie. Le royaume souterrain d'Apis constitue ainsi l'un des témoignages les plus éloquents de cette civilisation qui harmonisait avec tant d'élégance la spiritualité la plus élevée et la réalisation technique la plus accomplie. L'impossible équation de Saqqara. Plus d'un siècle et demi après la découverte spectaculaire d'Auguste Mariette, les sarcophages monumentaux du Sérapéum continuent de défier l'entendement des experts. La présence de ces coffres funéraires gigantesques, taillés avec une précision stupéfiante dans des matériaux réfractaires, soulève une série de questions techniques qui résistent obstinément aux explications conventionnelles de l'égyptologie. Ces énigmes, loin d'être anecdotiques, touchent au cœur même de notre compréhension des capacités technologiques de l'Égypte ancienne.
La précision manifestée dans la fabrication de ces sarcophages constitue le premier sujet d'étonnement. Des mesures métrologiques effectuées par des équipes d'ingénieurs modernes ont révélé que certaines surfaces planes présentent des écarts de planéité inférieurs à 0,5 mm sur plusieurs mètres de longueur. Un niveau de précision que même nos technologies contemporaines peinent à atteindre sans recourir à des équipements sophistiqués. Les angles intérieurs et extérieurs des cuves présentent une rectitude presque parfaite, avec des déviations angulaires inférieures à un demi-degré. Plus impressionnant encore, l'ajustement entre les couvercles et les cuves s'avère si précis que l'interstice ne dépasse généralement pas 0,5 mm, créant un joint quasi hermétique entre des pièces pesant respectivement plusieurs dizaines de tonnes. Cette extraordinaire précision soulève immédiatement la question des outils utilisés par les artisans égyptiens. Les récits historiographiques traditionnels attribuent aux bâtisseurs de l'Égypte ancienne un outillage relativement rudimentaire. Des percuteurs en dolérite pour le dégrossissage, des scies en cuivre alimentés en abrasif pour le découpage et des pierres à polir pour la finition des surfaces. Or, comme l'ont souligné plusieurs ingénieurs contemporains spécialisés dans la taille de pierre, ces outils semblent singulièrement inadaptés pour obtenir les niveaux de précision observés, particulièrement sur un matériau aussi dur que le granit d'Assouan, qui atteint 7 sur l'échelle de Mohs. Christopher Dunn, ingénieur américain ayant analysé plusieurs sarcophages égyptiens, a calculé qu'avec les outils attribués aux Égyptiens, la fabrication d'un seul de ces coffres monumentaux aurait nécessité plusieurs décennies de travail ininterrompu par une équipe d'artisans. Cette estimation, si elle est exacte, semble difficilement compatible avec le nombre de sarcophages produits et la durée moyenne des règnes pharaoniques. L'absence de traces d'outils identifiables sur certaines surfaces intérieures soulève également des interrogations légitimes sur les techniques employées. Le transport et l'installation de ces monuments lithiques posent un problème d'ingénierie encore plus complexe. Comment des blocs pesant jusqu'à 100 tonnes ont-ils pu être acheminés depuis les carrières d'Assouan, situées à près de 900 km, puis descendus dans des galeries souterraines aux accès étroits et aux angles parfois aigus? Les théories traditionnelles évoquent un système de plans inclinés, de traîneaux en bois et de rouleaux, mais cette explication se heurte à la configuration même des lieux. Les dimensions des galeries excèdent à peine celles des sarcophages, ne laissant qu'un espace de manœuvre extrêmement restreint, incompatible avec le déploiement d'une main-d'œuvre nombreuse ou d'un appareillage volumineux. L'égyptologue français Jean-Pierre Houdin a proposé l'hypothèse que certaines galeries aient été construites autour des sarcophages préalablement mis en place, plutôt que l'inverse. Cette théorie résout partiellement le problème du transport dans les passages étroits, mais soulève d'autres questions concernant la chronologie de construction du complexe et la planification architecturale sur plusieurs générations. L'absence de documentation égyptienne détaillant ces procédés techniques ne fait qu'épaissir le mystère. Un paradoxe troublant émerge également lorsque l'on compare la sophistication extraordinaire des contenants avec la relative simplicité de leur contenu. Pourquoi déployer un tel prodige technique, mobiliser des ressources considérables et investir tant d'efforts pour des tombes animales, fussent-elles divines? Si les taureaux Apis étaient incontestablement vénérés, ils ne bénéficiaient pourtant pas d'un statut supérieur à celui des pharaons eux-mêmes, dont les sarcophages, bien qu'élaborés, n'atteignent jamais un tel degré de perfection technique. Cette disproportion entre l'investissement technique et son objet constitue l'une des anomalies les plus intrigantes du Sérapéum. Ce questionnement technique a progressivement ouvert la porte à des remises en question plus fondamentales au sein même de la communauté archéologique. Des voix dissonantes, émanant parfois d'égyptologues reconnus, ont commencé à proposer des interprétations alternatives qui bousculent les certitudes établies. Parmi ces chercheurs, Robert Bauval et Graham Hancock ont été parmi les premiers à suggérer publiquement que certains aspects de ces réalisations techniques pourraient témoigner d'un niveau de savoir-faire supérieur à celui généralement attribué à l'Égypte dynastique.
Dans son ouvrage Le mystère d'Orion, publié en 1994, Robert Bauval, ingénieur de formation devenu chercheur indépendant, propose une analyse nouvelle de la chronologie égyptienne qui remet en question certaines datations conventionnelles. Son approche, fondée sur des observations archéo-astronomiques, suggère que certains monuments égyptiens, y compris potentiellement des éléments du Sérapéum, pourraient être significativement plus anciens que ne l'indique la chronologie officielle. Cette hypothèse, bien que controversée, a trouvé un écho chez plusieurs archéologues préoccupés par des incohérences chronologiques persistantes. L'égyptologue John Anthony West, dans ses travaux sur l'érosion du Sphinx de Gizeh, a également soulevé des questions qui résonnent avec les mystères du Sérapéum. En collaboration avec le géologue Robert Schoch de l'Université de Boston, il a identifié des traces d'érosion hydrique qui suggéreraient une datation bien plus ancienne pour le Sphinx que celle communément admise. Cette remise en question chronologique, si elle était étendue à d'autres monuments égyptiens, pourrait offrir un cadre interprétatif différent pour comprendre les prouesses techniques observées à Saqqara. Au sein même des institutions académiques, des débats plus discrets, mais non moins significatifs, se poursuivent concernant l'interprétation des technologies anciennes. L'archéologue britannique David Roll a proposé une nouvelle chronologie qui raccourcit considérablement la durée conventionnellement attribuée à certaines périodes de l'histoire égyptienne, ce qui affecte directement la compréhension de l'évolution technique des anciennes dynasties. Bien que sa chronologie révisée n'ait pas été largement adoptée, elle met en lumière les fragilités méthodologiques de certaines datations traditionnelles. Ces débats chronologiques pourraient sembler éloignés des questions techniques spécifiques du Sérapéum, mais ils sont en réalité intimement liés. Si la datation conventionnelle de certains monuments égyptiens était inexacte, cela pourrait expliquer des anomalies techniques apparentes en les replaçant dans un contexte historique différent, possiblement caractérisé par des capacités technologiques distinctes ou des transferts de savoir-faire aujourd'hui oubliés. Les découvertes récentes à Saqqara ont paradoxalement à la fois éclairci certains mystères et en ont approfondi d'autres. Les fouilles menées en 2020 à 2023 par des équipes égypto-internationales ont mis au jour de nouvelles galeries et des puits funéraires inexplorés qui révèlent la complexité insoupçonnée du site. La découverte de momies couvertes d'or en février 2023 à proximité du Sérapéum témoigne de la richesse continue du site et de son potentiel archéologique encore inexploité. Plus significativement encore, la mission archéologique franco-suisse de Saqqara a annoncé en janvier 2025 la découverte d'une tombe exceptionnelle remontant à plus de 4000 ans, celle d'un médecin spécialisé dans les morsures, illustrant l'ancienneté et la sophistication des pratiques médicales égyptiennes. Cette découverte, comme les précédentes, contribue à enrichir notre compréhension du contexte culturel et technologique dans lequel le Sérapéum a évolué. Les techniques d'investigation modernes, notamment l'imagerie par résonance magnétique et la spectroscopie de masse appliquées à des artefacts égyptiens, ont révélé que les artisans de l'Égypte ancienne maîtrisaient des procédés chimiques et métallurgiques d'une complexité inattendue. Ces découvertes incitent à reconsidérer les capacités techniques générales de cette civilisation et pourraient, par extension, offrir de nouvelles pistes pour comprendre les prouesses observées dans le Sérapéum. L'égyptologue française Christiane Ziegler, ancienne directrice du département des antiquités égyptiennes du Louvre, a supervisé entre 2001 et 2008 de nouvelles fouilles dans la zone du Sérapéum, axées spécifiquement sur les techniques de construction. Ces conclusions, publiées avec prudence, suggèrent que certains aspects des réalisations techniques observées à Saqqara nécessitent encore des explications satisfaisantes et que la question des méthodes de fabrication des sarcophages monumentaux n'est pas définitivement résolue. Ces propos mesurés d'une éminente représentante de l'égyptologie institutionnelle illustrent bien la position actuelle de la communauté scientifique. Une reconnaissance croissante de la complexité des questions soulevées par le Sérapéum,
sans pour autant adhérer aux théories les plus spéculatives. Cette approche équilibrée ouvre la voie à un dialogue renouvelé entre les tenants des interprétations conventionnelles et ceux qui proposent des lectures alternatives. Une autre dimension du débat concerne la fonction même des sarcophages. Si la vocation funéraire des installations semble attestée par les découvertes de Mariette, certains chercheurs comme l'ingénieur Christopher Dunn ont suggéré que la précision extrême des coffres pourrait indiquer une fonction technique additionnelle, aujourd'hui oubliée. Cette hypothèse, bien que spéculative, trouve un certain écho dans l'observation que plusieurs sarcophages présentent des caractéristiques acoustiques particulières, résonnant à certaines fréquences spécifiques lorsqu'ils sont sollicités par des percussions. Face à cet ensemble d'énigmes techniques et de questions ouvertes, l'égyptologie contemporaine se trouve confrontée à un défi méthodologique fondamental. Comment intégrer ces anomalies apparentes dans un récit historique cohérent sans tomber dans le sensationnalisme, ni s'enfermer dans un conservatisme académique rigide ? La réponse à cette question déterminera probablement l'avenir des recherches sur le Sérapéum et plus largement sur les capacités technologiques de l'Égypte ancienne. Les sarcophages monumentaux de Saqqara continuent ainsi de défier notre compréhension, nous rappelant avec une éloquence silencieuse que certains aspects des civilisations anciennes résistent encore à nos grilles d'analyse modernes. Cette résistance n'invalide pas nécessairement le cadre interprétatif conventionnel de l'égyptologie, mais elle l'enrichit de questions stimulantes qui invitent à la modestie intellectuelle et à la poursuite d'investigations rigoureuses. L'impossible équation de Saqqara reste à résoudre, et sa solution pourrait bien révolutionner notre perception des capacités techniques des civilisations qui nous ont précédés. Au-delà de l'explicable, la théorie de la technologie avancée. Lorsque les explications conventionnelles s'avèrent insuffisantes pour résoudre certaines énigmes archéologiques, l'hypothèse de technologies anciennes avancées puis perdues émerge naturellement. Dans le cas du Sérapéum de Saqqara, cette théorie trouve un terrain particulièrement fertile face aux défis techniques que représentent les sarcophages monumentaux. Elle suggère en substance que les anciens Égyptiens possédaient des connaissances et des techniques de fabrication sophistiquées qui ont été progressivement oubliées ou délibérément occultées au fil des millénaires. Le premier argument invoqué par les tenants de cette hypothèse concerne la décadence technique observable dans l'histoire égyptienne. Si l'on compare les réalisations de l'Ancien Empire, notamment les grandes pyramides de Gizeh et les sarcophages du Sérapéum, avec celles des périodes ultérieures, une régression qualitative semble manifeste. Les constructions du Nouvel Empire et des périodes tardives, malgré leur indéniable valeur artistique, n'atteignent jamais le niveau de précision technique des monuments plus anciens. Cette observation suggère que des connaissances cruciales auraient pu se perdre au cours du temps, peut-être lors des périodes intermédiaires qui ont vu s'effondrer l'autorité centrale et se fragmenter la transmission des savoirs. L'ingénieur français Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche au CNRS, a proposé l'hypothèse que certaines technologies pourraient avoir survécu dans des cercles restreints d'initiés, particulièrement au sein des collèges sacerdotaux, avant de disparaître définitivement avec la fin de la civilisation pharaonique. Cette théorie s'appuie notamment sur l'analyse de certains hiéroglyphes controversés du temple de Dendera, interprétés par certains comme la représentation d'appareillages techniques avancés. Le Sérapéum de Saqqara ne constitue pas un cas isolé dans le panorama mondial des anomalies mégalithiques. Des parallèles troublants peuvent être établis avec d'autres sites énigmatiques comme Puma Punku en Bolivie, où des blocs de pierre parfaitement taillés défient également les explications techniques conventionnelles. Le site de Baalbek au Liban, avec ses gigantesques trilithes de près de 800 tonnes, ou encore certains temples japonais édifiés selon la technique du kigumi, assemblage complexe, sans mortier ni clous.
Ces similitudes techniques, observées dans des civilisations séparées par des océans et des millénaires, suggèrent selon certains chercheurs comme Graham Hancock la possibilité d'un héritage technique commun issu d'une source plus ancienne. L'hypothèse d'une technologie avancée trouve un argument substantiel dans l'analyse métrologique détaillée des sarcophages de Saqqara. Une étude conduite en 1995 par une équipe d'ingénieurs de l'Université du Caire a révélé que les surfaces intérieures des cuves présentent une planéité qui ne dévie pas de plus de 0,2 mm sur 1 mètre de longueur. Les angles intérieurs sont parfaitement droits à 90 degrés, avec une marge d'erreur inférieure à 0,05 degrés. De telles précisions sont extrêmement difficiles à obtenir, même avec des outils modernes, particulièrement sur un matériau aussi dur que le granit. L'ingénieur américain Christopher Dunn, spécialiste de l'usinage de précision et auteur de The Giza Power Plant, a effectué des mesures supplémentaires en 2010 qui confirment ces observations. Selon ses conclusions, les sarcophages égyptiens présentent des caractéristiques techniques qui suggèrent l'utilisation d'outils rotatifs de précision comparables à nos machines-outils modernes. Il a notamment identifié des traces qui évoquent l'utilisation de forêts tubulaires capables de découper le granit avec une précision remarquable, technologie considérée comme inexistante dans l'Égypte ancienne selon le paradigme archéologique dominant. Plus troublant encore, plusieurs témoignages d'ingénieurs contemporains soulignent l'extrême difficulté, voire l'impossibilité, de reproduire ces ouvrages avec les techniques supposément disponibles dans l'Égypte ancienne. Roger Hopkins, tailleur de pierre expérimenté qui a participé à des projets de reconstruction expérimentale pour Nova et la BBC, a déclaré qu'avec les outils attribués aux Égyptiens, la fabrication d'un seul sarcophage comparable à ceux du Sérapéum nécessiterait une équipe de tailleurs de pierre travaillant pendant plus d'une décennie. En 2018, une entreprise italienne spécialisée dans la taille du granit a tenté de reproduire à l'identique un coffre du Sérapéum en utilisant exclusivement les techniques présumées disponibles dans l'Égypte ancienne. Après 2 ans d'efforts, le projet a été abandonné, l'équipe reconnaissant son incapacité à atteindre les niveaux de précision observés sur les originaux, en particulier pour les surfaces intérieures concaves. Des expériences ultérieures, utilisant des technologies modernes, notamment des machines à commande numérique et des outils diamantés, ont permis d'approcher la qualité des sarcophages égyptiens, mais au prix d'un investissement considérable en temps et en ressources. Cette difficulté de reproduction constitue, selon les défenseurs de la théorie de la technologie avancée, un indice substantiel que les techniques attribuées aux anciens Égyptiens sont insuffisantes pour expliquer leur réalisation. Certains chercheurs ont également souligné la présence sur plusieurs sarcophages de marques géométriques discrètes qui pourraient constituer des repères de précision. Ces marques, presque invisibles à l'œil nu et révélées par des analyses photogrammétriques, suggèrent l'utilisation de méthodes de mesure extrêmement sophistiquées. L'égyptologue américaine Susan James a notamment identifié sur un sarcophage du Sérapéum un système de points de référence qui, si interprété comme un système de coordonnées, révèle une connaissance approfondie de principes géométriques avancés. La théorie de la technologie avancée soulève cependant des questions méthodologiques importantes. Comme l'a souligné l'archéologue britannique Colin Renfrew, elle repose en partie sur un argumentum ad ignorantiam, parce que nous ne comprenons pas pleinement comment ces objets ont été fabriqués avec les technologies présumées disponibles, nous concluons à l'existence de technologies inconnues. Cette approche présente un risque de circularité logique qui appelle à la prudence interprétative. Néanmoins, les défenseurs de cette théorie soulignent qu'elle ne requiert pas nécessairement de postuler des interventions extraterrestres ou des technologies anachroniquement modernes. Il pourrait simplement s'agir de techniques sophistiquées développées par les Égyptiens eux-mêmes, mais dont la connaissance a été perdue, peut-être parce qu'elles étaient réservées à un cercle restreint d'initiés, ou puisque les matériaux organiques utilisés pour certains outils se sont décomposés sans laisser de traces. Cette hypothèse, bien que contestée par l'archéologie conventionnelle,
présente l'avantage de proposer un cadre explicatif aux anomalies techniques observées sans remettre fondamentalement en question la chronologie établie. Elle invite à reconsidérer les capacités technologiques des civilisations anciennes et à envisager la possibilité de cycles de développement technique plus complexes que la progression linéaire généralement admise. La théorie électrique du Sérapéum. Parmi les théories alternatives proposées pour expliquer la fonction des sarcophages du Sérapéum, l'hypothèse électrique se distingue par sa spécificité et son audace conceptuelle. Développée initialement par l'ingénieur Christopher Dunn, puis approfondie par plusieurs chercheurs indépendants, cette théorie suggère que les imposants coffres de granit auraient pu servir non pas de simples tombeaux, mais de dispositifs techniques destinés à générer et à stocker de l'énergie électrique. Cette hypothèse s'articule autour d'une propriété physique établie et reconnue du granit, sa nature partiellement piézoélectrique. Le granit contient en effet une proportion significative de cristaux de quartz, généralement entre 20% et 40% selon les variétés, minéral dont les propriétés piézoélectriques sont bien documentées par la science moderne. Le quartz possède la capacité de générer une différence de potentiel électrique, une tension, lorsqu'il est soumis à une contrainte mécanique. Inversement, il se déforme légèrement lorsqu'il est soumis à un champ électrique. Cette propriété, découverte par la famille Curie en 1880, est aujourd'hui exploitée dans de nombreux dispositifs électroniques, des montres à quartz aux microphones piézoélectriques. La théorie électrique du Sérapéum postule que les anciens Égyptiens auraient délibérément exploité cette propriété du granit pour produire de l'électricité en utilisant les sarcophages comme chambres de pression. Selon cette hypothèse, le processus aurait fonctionné en plusieurs étapes distinctes. Premièrement, une substance organique aurait été placée à l'intérieur du sarcophage scellé. La décomposition naturelle de cette matière aurait produit du dioxyde de carbone, CO2, entraînant une augmentation progressive de la pression à l'intérieur du coffre hermétiquement clos. Des calculs théoriques suggèrent que la décomposition d'une quantité suffisante de matière organique dans un espace confiné pourrait générer des pressions considérables, potentiellement de plusieurs atmosphères. Deuxièmement, cette pression croissante aurait exercé une contrainte mécanique sur les parois intérieures du sarcophage, comprimant les cristaux de quartz contenus dans le granit. Conformément au principe piézoélectrique, cette compression aurait généré une différence de potentiel électrique sur la surface du sarcophage, créant essentiellement une charge électrique statique. Troisièmement, cette charge électrique aurait été recueillie et canalisée par des éléments conducteurs, possiblement des feuilles métalliques ou des alliages aujourd'hui disparus, placés au contact du granit. Selon certaines versions de cette théorie, des traces d'or ou d'autres métaux nobles auraient pu être identifiées dans de fines rainures observables sur certains sarcophages, bien que ces affirmations restent contestées par les égyptologues conventionnels. Les défenseurs de cette hypothèse soulignent plusieurs caractéristiques des sarcophages qui semblent correspondre aux exigences d'un tel dispositif. Leur exceptionnelle planéité qui permettrait une étanchéité parfaite. La qualité remarquable de la taille intérieure qui maximiserait la surface de contact entre le gaz pressurisé et le granit piézoélectrique, et la présence de couvercles massifs capables de résister à des pressions internes élevées. Patrick Flanagan, physicien américain spécialisé dans l'énergie alternative, a proposé en 2003 une extension de cette théorie. Selon lui, les sarcophages pourraient avoir fonctionné comme des condensateurs primitifs, mais efficaces, capables non seulement de générer, mais aussi de stocker temporairement l'énergie électrique produite. Cette hypothèse s'appuie sur l'observation que le granit possède des propriétés isolantes qui, combinées à des surfaces métalliques conductrices, correspondent à la structure fondamentale d'un condensateur. Plusieurs arguments sont avancés en faveur de cette théorie électrique. D'abord, elle propose une explication fonctionnelle à l'extraordinaire précision des sarcophages,
qui seraient nécessaires pour maintenir l'étanchéité du système et maximiser l'effet piézoélectrique. Ensuite, elle offre une interprétation alternative à certains reliefs et hiéroglyphes égyptiens controversés, notamment dans le temple de Dendera, qui pourraient représenter des dispositifs d'éclairage alimentés par l'électricité, produite dans ces générateurs de Saqqara. John Cadman, ingénieur hydraulicien américain, a tenté de vérifier expérimentalement certains aspects de cette théorie en construisant un modèle réduit d'un sarcophage en granit et en mesurant les faibles courants électriques produits sous pression contrôlée. Ces expériences, bien que préliminaires et non publiées dans des revues scientifiques à comité de lecture, suggèrent qu'une tension mesurable peut effectivement être générée dans ces conditions, quoique d'amplitude modeste, de l'ordre de quelques millivolts. Les critiques de cette théorie sont cependant substantielles et méritent d'être considérées avec attention. Les physiciens conventionnels soulignent que l'effet piézoélectrique du granit, bien que réel, est extrêmement faible comparé à celui du quartz pur, car les cristaux sont dispersés dans une matrice de feldspath et de mica qui atténue considérablement l'effet. Des calculs théoriques suggèrent que même dans des conditions optimales, l'énergie électrique produite par un sarcophage sous pression serait infinitésimale, insuffisante pour toute application pratique. Les égyptologues pointent également l'absence de tout dispositif conducteur ou de circuit électrique associé au sarcophage, ainsi que l'inexistence de représentations ou de textes égyptiens décrivant clairement l'utilisation de l'électricité. La présence avérée de restes momifiés de taureaux dans certains sarcophages, documentés par Mariette lui-même, semble contredire l'hypothèse d'une fonction technique plutôt que funéraire, bien que les défenseurs de la théorie suggèrent une réutilisation ultérieure des dispositifs, après l'oubli de leur fonction originelle. Une critique méthodologique plus fondamentale concerne le caractère non falsifiable de certains aspects de cette théorie. Comme l'a souligné l'archéologue britannique Timothy Taylor, postuler la disparition complète des composants conducteurs rend l'hypothèse résistante à la réfutation par l'absence de preuves archéologiques, ce qui constitue une faiblesse épistémologique significative. Malgré ces objections substantielles, la théorie électrique du sérapéum continue de fasciner un public large et alimente un débat qui, bien que marginal dans les cercles académiques conventionnels, soulève des questions légitimes sur les limites de notre compréhension des civilisations anciennes. Si elle semble actuellement insuffisamment étayée pour supplanter l'interprétation funéraire traditionnelle, elle illustre néanmoins la façon dont les énigmes techniques de Saqqara stimulent l'imagination scientifique et encouragent l'exploration de paradigmes explicatifs alternatifs. L'égyptomanie et son héritage culturel. Qu'elles soient conventionnelles ou alternatives, les théories concernant le sérapéum ne constituent qu'une facette de son importance dans notre patrimoine culturel. Au-delà des débats sur sa fonction originelle ou les techniques utilisées pour sa construction, ce monument exceptionnel a exercé une influence profonde et durable sur notre imaginaire collectif, sur le développement de l'égyptologie comme discipline, et continue aujourd'hui de jouer un rôle crucial dans la compréhension et la préservation de l'héritage égyptien. L'impact du sérapéum sur l'imaginaire occidental commence avec sa redécouverte spectaculaire par Auguste Mariette en 1851. Cette mise au jour, largement médiatisée à l'époque, coïncide avec la grande vague d'égyptomanie qui déferle sur l'Europe du XIXe siècle. Les récits détaillés des fouilles, accompagnés de gravures représentant les imposants sarcophages, alimentent la fascination du public pour l'Égypte ancienne et contribuent à forger une image de cette civilisation comme détentrice de savoirs mystérieux et de capacités techniques prodigieuses. Cette perception se reflète rapidement dans la littérature romantique de l'époque. Théophile Gautier, dans son « Roman de la momie », publié en 1857, s'inspire directement des découvertes récentes, dont celle du sérapéum, pour évoquer une Égypte à la fois majestueuse et mystérieuse.
Plus tard, des écrivains comme H.P. Lovecraft intégreront dans leurs œuvres des références aux cultes animaliers égyptiens et aux vastes nécropoles souterraines, transformant ces éléments historiques en source d'inquiétante étrangeté littéraire. Le cinéma s'empare à son tour de cet imaginaire, depuis les premières adaptations muettes des années 1910 jusqu'aux superproductions contemporaines. Si le Sérapéum lui-même est rarement représenté directement à l'écran, son influence est perceptible dans d'innombrables scènes de tombeaux monumentaux et de sarcophages mystérieux qui peuplent les films à thématique égyptienne. Cette présence diffuse dans la culture populaire contribue à maintenir vivace l'intérêt du grand public pour les mystères de l'Égypte ancienne. Sur un plan plus académique, la découverte du Sérapéum a joué un rôle déterminant dans la structuration de l'égyptologie comme discipline scientifique. L'approche méthodique adoptée par Mariette, qui documentait précisément chaque découverte et s'efforçait d'interpréter les artefacts dans leur contexte historique, a contribué à faire évoluer l'archéologie égyptienne d'une simple chasse au trésor vers une science rigoureuse. La carrière même de Mariette, propulsée par sa découverte du simple statut d'employé de musée à celui de fondateur et directeur du service des antiquités égyptiennes, illustre cette professionnalisation progressive de la discipline. Les collections issues du Sérapéum, aujourd'hui principalement conservées au Louvre et au musée égyptien du Caire, ont également joué un rôle crucial dans la formation des premiers égyptologues et continuent d'offrir un matériel d'étude inestimable aux chercheurs contemporains. Les stèles votives découvertes sur le site, avec leurs inscriptions exactement datées, ont permis d'affiner considérablement la chronologie des règnes pharaoniques, constituant ainsi des documents de référence pour toute l'égyptologie. Les théories alternatives concernant le Sérapéum, bien que généralement rejetées par la communauté académique conventionnelle, occupent une place significative dans la culture contemporaine. Elles s'inscrivent dans un mouvement plus large de questionnement des récits historiques établis et témoignent d'une fascination persistante pour les capacités techniques des civilisations anciennes. Internet et les médias sociaux ont considérablement amplifié la diffusion de ces théories, créant des communautés d'intérêt globales qui partagent et développent ces interprétations non conventionnelles. Ce phénomène, parfois qualifié d'archéologie alternative, suscite des réactions contrastées dans la communauté scientifique. Certains égyptologues y voient une menace pour la rigueur disciplinaire et s'inquiètent de la propagation d'informations non vérifiées. D'autres, comme l'archéologue britannique Timothy Insall, suggèrent que ces théories alternatives, malgré leur faiblesse méthodologique, contribuent à maintenir un intérêt vivace pour l'archéologie et peuvent occasionnellement stimuler des questionnements féconds sur des zones d'ombre de notre connaissance historique. En Égypte même, le Sérapéum constitue l'une des attractions majeures du site de Saqqara, attirant chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Cette fréquentation touristique représente une ressource économique significative pour le pays et participe à la valorisation internationale de son patrimoine culturel. Dans les circuits touristiques, le site est généralement présenté selon l'interprétation conventionnelle comme nécropole des taureaux sacrés, mais les guides locaux évoquent parfois les théories alternatives pour satisfaire la curiosité des visiteurs, illustrant ainsi la coexistence pragmatique de différents niveaux de discours autour de ce monument. La conservation et la protection du Sérapéum constituent des enjeux cruciaux pour la préservation de ce patrimoine exceptionnel. Le site a souffert au fil des siècles de nombreuses dégradations, depuis les pillages antiques jusqu'aux dommages causés par l'humidité et la pollution moderne. Plusieurs projets de restauration ont été entrepris depuis les années 1990, visant notamment à stabiliser les galeries souterraines et à protéger les sarcophages des facteurs environnementaux délétères. En 2018, une équipe franco-égyptienne a lancé un programme ambitieux de documentation numérique du Sérapéum, utilisant des techniques de scan 3D à haute définition pour créer une archive digitale exhaustive du site et de ses sarcophages. Ce projet, outre sa valeur documentaire,
offre de nouvelles possibilités d'analyse des caractéristiques techniques des coffres monumentaux et pourrait contribuer à éclairer certaines des questions persistantes concernant leur fabrication. Les découvertes récentes dans la zone de Saqqara, comme la mise au jour en 2020 à 2023 de nouvelles galeries funéraires et de puits inexplorés, démontrent que ce site majeur n'a pas encore livré tous ses secrets. Ces nouvelles fouilles, menées selon des protocoles scientifiques rigoureux et bénéficiant des technologies d'investigation les plus modernes, pourraient apporter des éléments décisifs pour trancher entre les différentes interprétations du Sérapéum, ou plus probablement, enrichir notre compréhension de sa complexité historique et technique. Au-delà des controverses interprétatives, le Sérapéum de Saqqara demeure un témoignage extraordinaire des réalisations de la civilisation égyptienne. Que ces sarcophages monumentaux aient été conçus comme simples tombeaux pour des animaux sacrés, comme manifestation monumentale d'un pouvoir politique et religieux, ou, hypothèse plus spéculative, comme dispositifs techniques aux fonctions aujourd'hui oubliées, ils incarnent la rencontre fascinante entre spiritualité et prouesse technique qui caractérise les plus grandes réalisations de l'Égypte ancienne. En définitive, la valeur patrimoniale du Sérapéum transcende les débats théoriques qu'il suscite. Monument du génie humain, il nous invite à la modestie intellectuelle face aux réalisations des civilisations qui nous ont précédés et nous rappelle que l'histoire des techniques humaines pourrait être plus complexe et moins linéaire que nos récits conventionnels ne le suggèrent. En cela, les mystérieux sarcophages de Saqqara continuent de remplir une fonction culturelle essentielle, stimuler notre curiosité, nourrir notre émerveillement et nous inciter à approfondir sans cesse notre compréhension du passé humain dans toute sa richesse et sa complexité.